Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous présenter mon projet. Donc, c'est ça, j'ai travaillé au Sérum cet été en tant que dépisteur pour le projet du Grand Inventaire de mauvaises herbes du Québec. Puis aussi, j'ai été embauché en tant que stagiaire pour réaliser mon stage professionnel en agronomie. Puis pour ce genre de stage-là, je me devais de faire une étude de cas et j'ai choisi de le faire en lien avec le projet d'inventaire. Donc, mon étude de cas s'intitule Les impacts de différents facteurs agronomiques et de la localisation géographique sur l'abondance et la diversité des mauvaises herbes. Donc, dans ma présentation, je vais vous expliquer en quoi consistait mon mandat. Je vais ensuite vous faire un bref rappel sur certains éléments du Grand Inventaire des mauvaises herbes du Québec. Je vais aussi vous faire part des connaissances qu'on a actuellement sur mon sujet de recherche. Je vais vous présenter ma méthodologie de travail, mes hypothèses et résultats, mes conclusions générales. Puis, je vais finalement vous parler des retombées du projet d'inventaire et vous faire part de mes recommandations pour la suite du projet. Puis, finalement, on pourra procéder à une période de questions. Donc, mon étude de cas est directement en lien avec le projet du Grand Inventaire qui a débuté à l'été 2021. Il y a beaucoup de données qui ont été collectées l'an dernier lors des dépistages. Il y a cependant quelques données qui sont manquantes. Alors, mon mandat pour cet été, c'était de collecter les données manquantes de la première année du projet. Puis, suite à ça, de faire l'analyse de l'ensemble des données, puis établir des liens entre l'abondance, la diversité des mauvaises herbes selon différents facteurs comme la localisation géographique, les types de sol, la régie de culture, le type de travail de sol et les types de culture et leur rotation. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous faire un petit rappel sur le projet du Grand Inventaire pour ceux qui sont moins familiers. Le projet de recherche fait suite au dernier inventaire de 1980, puis il vise à évaluer la diversité des espèces de mauvaises herbes au Québec et leur dynamique. Il y a aussi pour but d'établir des liens entre les mauvaises herbes trouvées puis différents facteurs agronomiques. La première collecte de données a été faite à l'été 2021, soit du 31 mai au 20 août, puis s'est concentrée dans la Montérégie-Ouest, plus particulièrement dans les 5 MRC de Vaudreuil-Soulanges, Roussillon, les Jardins de Napierville, le Haut-Richelieu, puis Beauharnois-Salaberry. Puis en tout, 106 champs qui ont été dépistés. Les données qui ont été récoltées sont réparties en deux catégories, soit pour le champ et sa bordure. Pour les deux catégories, les dépisteurs ont pris en note le nom de chacune des espèces trouvées sur leur chemin, puis à la fin, ils ont estimé le pourcentage de recouvrement total pour chacune des mauvaises herbes. Pour le champ spécifiquement, il y avait 10 prises de quadras qui ont été faites uniformément à travers le champ. Puis pour ces données-là, les espèces présentes dans le quadrat et leur pourcentage de recouvrement ont été notés. Puis en tout, 182 espèces de mauvaises herbes qui ont été trouvées. Donc, les champs qui ont été dépistés provenaient de différentes cultures. Il y avait une majorité de champs en grande culture, donc maïs, soya, céréales et prairies. Puis le restant des champs, c'était en culture de fruits, légumes, fines herbes, puis même aussi conifères et érables. Donc, les champs étaient aussi soumis à différentes régies conventionnelles, biologiques ou usage réduit, différentes méthodes de désherbage, chimiques, mécaniques ou la combinaison des deux. Puis différents types de travail de sol, conventionnel, réduit ou tout simplement aucun travail. Puis, comme vous pouvez le voir dans les tableaux, pour chacune des catégories, il manquait de l'information pour 22 des champs dépistés. Donc, la problématique qui a conduit à mon mandat, c'était le manque d'informations pour les 22 champs, puis aussi qu'il n'y avait aucune analyse de données qui avait été faite pour la saison 2021. Donc, avant de faire l'analyse des données puis d'émettre des hypothèses, j'ai dû procéder à une revue de littérature en lien avec le sujet de mon étude. Au niveau du travail de sol, il y a plusieurs chercheurs qui ont fait des travaux à ce sujet-là. Certains ont remarqué que le travail conventionnel, donc le labour, réduisait davantage la quantité des mauvaises herbes comparativement au travail réduit. Il y en a d'autres qui ont observé que la densité de certaines espèces diminuait en travail réduit ou semi-direct comparativement au labour. Puis finalement, il y a d'autres chercheurs qui ont remarqué que les résultats étaient variables d'une année à l'autre ou en fonction des espèces étudiées. Pour ce qui est des rotations de culture, il y a une méta-analyse qui a permis de conclure que l'absence de rotation entraînait en moyenne une augmentation de 49 de la densité des mauvaises herbes. Il y a d'autres chercheurs qui ont trouvé que les rotations augmentaient la diversité des espèces, mais diminuaient la dominance de quelques-unes. Puis finalement, la rotation soya-blé-maïs ou l'inclusion d'une prairie dans la rotation réduit la pression des mauvaises herbes. Au niveau des cultures choisies, il a été démontré que la densité et la diversité des mauvaises herbes diminuaient selon le potentiel de compétitivité de la culture. Il y a des cultures comme certaines céréales, j'ai en tête le seigle, qui sont connues pour être très compétitives, donc peuvent aider pour la gestion des adventices. Pour ce qui est de la régie de culture, la régie conventionnelle, avec l'utilisation d'herbicides, est corrélée avec une moins grande diversité et quantité de mauvaises herbes que la régie biologique. Cependant, il y a deux chercheurs qui ont observé des résultats inverses. Il y avait pour explication que la régie biologique pouvait être associée à un sol avec une plus grande activité biologique et les micro-organismes du sol pourraient possiblement être impliqués à réduire la banque de semences.
En ce qui concerne les types de sols, il a été montré que certaines espèces préféraient les sols argileux, d'autres préféraient les sols sableux. Puis les sols organiques pourraient aussi être défavorables pour certaines espèces comparativement aux sols minéraux. Puis aussi, on affirme que les sols argileux seraient les meilleurs pour maintenir une banque de semences, puis les sols sableux seraient les meilleurs pour offrir les conditions de germination optimales. Puis finalement, il y a des auteurs qui affirment que c'est plus les conditions climatiques ou la localisation géographique qui avaient le plus d'influence sur les communautés de mauvaises herbes. Donc, suite à ma revue de littérature, plusieurs démarches ont dû être faites avant d'entamer l'analyse de données. J'ai contacté par téléphone des producteurs pour qui les informations au niveau de leur champ étaient manquantes. Avec InfoSol, j'ai également trouvé les types de sols de chacun des champs qui ont été dépistés et les précédents culturaux des 6 dernières années. J'ai pu aussi trouver le pourcentage de matière organique moyen de chacun des champs à l'aide d'études pédologiques disponibles en ligne. Puis pour chacun des champs et bordures, j'ai également calculé un indice de biodiversité avec la formule que vous voyez à l'écran ici. Donc, il s'agit de l'indice de Shannon. L'indice de Shannon prend en compte le nombre d'espèces présentes, mais aussi leur abondance relative. Donc, comment que l'indice fonctionne, par exemple, pour un champ qui contient le même nombre d'espèces, ça va être le champ dont les pourcentages de recouvrement des mauvaises herbes sont le mieux balancés, qui aura un plus grand indice de biodiversité. Puis, j'ai aussi pour chaque échantillon calculé le pourcentage de recouvrement total en mauvaises herbes et le nombre d'espèces trouvées. Pour l'analyse de données, je me suis servi du logiciel RStudio avec le package Weekend. J'ai utilisé différents modèles comme le test partiel de Mantel, qui permet de voir si la localisation géographique a un impact sur la différence des communautés de mauvaises herbes. J'ai aussi fait des analyses de variance multivariées qui permettent de comparer chacun des sites en fonction d'un paramètre agronomique, comme par exemple le type de sol ou la méthode de désherbage, avec chacune des espèces de mauvaises herbes trouvées, puis leur abondance. Puis finalement, j'ai fait plusieurs modèles linéaires généralisés pour trouver des moyennes marginales estimées. Puis suite à ces modèles-là, j'ai fait des tests post-hoc qui permettent de voir s'il y a des différences significatives entre les moyennes. J'ai mis en tout 5 hypothèses. Ces hypothèses-là sont toutes basées sur les éléments de ma revue de littérature. Alors, ma première hypothèse était la localisation géographique aura une influence sur les communautés et la biodiversité des mauvaises herbes. Donc, la première étape a été de faire un test partiel de Mantel. Le résultat est montré sur la figure. Donc, comment on lit ce genre de graphique-là? On a sur l'axe des Grecs ici l'indice de dissimilarité de Bray-Curtis. Donc, plus on se rapproche de 1, plus nos communautés sont différentes. Puis, à l'inverse, plus on se rapproche de la valeur 0, plus nos communautés sont semblables. On a aussi sur l'axe des X la distance géographique. Donc, plus on est loin sur l'axe des X, plus on est loin dans l'espace. Puis, finalement, dans le graphique, chaque point représente un champ qui a été comparé en fonction de sa localisation GPS, puis ses communautés de mauvaises herbes avec chacun des autres champs. Donc, ce qu'on peut voir dans la matrice de points, c'est que plus notre distance géographique est grande, plus les points tendent à aller vers la valeur 1. Donc, avec aussi une valeur R de 0,75, le modèle nous indique que les différences dans les communautés de mauvaises herbes sont corrélées positivement avec la distance géographique. Pour le restant de mon analyse sur la localisation, j'ai regroupé chacun des champs et bordures avec la MRC dans laquelle ils étaient situés. J'ai ensuite fait une analyse de variance multivariée. Donc, ce modèle-là compare chacun des échantillons des différentes MRC en fonction de leur abondance de mauvaises herbes trouvées pour chaque échantillon, puis il va nous indiquer s'il y a ou non des différences significatives. Donc, on peut remarquer avec les valeurs P que les jardins de Napierville ont des différences significatives au niveau de leur abondance de mauvaises herbes avec les MRC de Roussillon, Vaudreuil-Soulanges et le Haut-Richelieu. Puis la MRC de Roussillon montre quant à elle des différences significatives avec Beauharnois de Salaberry et Vaudreuil-Soulanges. Pour conclure, j'ai utilisé un modèle linéaire généralisé pour obtenir des moyennes marginales estimées de l'indice de Shannon en fonction des différentes MRC. Un test post-hoc a aussi permis de voir s'il y avait des différences significatives entre les groupes. Donc, on peut remarquer qu'il n'y a pas vraiment de différence significative au niveau de la biodiversité, sauf pour les jardins de Napierville qui montrent un indice de biodiversité plus faible que toutes les autres MRC, sauf Roussillon. Donc, j'ai mis une petite note dans la diapo là, pour ceux qui sont moins familiers avec ce genre de graphique-là. Les moyennes qui partagent une lettre commune ne montrent pas de différences significatives, alors que les moyennes qui montrent des lettres différentes sont significativement différentes. Donc, on peut voir les jardins de Napierville qui portent la lettre B. Donc, la moyenne est significativement différente de ces 3 groupes-là ici qui portent la lettre A. Par contre, les jardins de Napierville ne sont pas significativement différents de Roussillon, puisque Roussillon porte aussi la lettre B. Donc, ce résultat-là pourrait provenir du fait que, d'après nos données, tous les échantillons dans la MRC du jardin de Napierville sont tous en sol organique et en culture légumière. Donc, c'est assez particulier.
C'est peut-être quelque chose qui pourrait influencer les résultats parce que sinon, les 5 MRC ont tous sensiblement le même climat, à part Roussillon qui est en zone 6A. Toutes les autres MRC sont en zone 5B. Puis les MRC reçoivent à peu près la même quantité de pluie durant la saison de croissance, puis ont pas mal le même nombre de jours de croissance pendant la saison estivale. Donc, cette homogénéité-là au niveau du climat pourrait expliquer pourquoi on a peu de différences dans la biodiversité. Donc, en conclusion, on a vu que la distance géographique a une influence sur les communautés de mauvaises herbes, mais dans notre cas, la localisation géographique a peu d'influence sur la biodiversité. On en est maintenant à mon hypothèse 2, pour laquelle j'affirmais que les types de cultures choisis par le producteur ont un impact sur la diversité, la quantité et les espèces de mauvaises herbes. La première étape a été de séparer les 24 cultures des 106 champs en deux groupes, donc les cultures horticoles et les grandes cultures. J'inclus dans la catégorie horticole la sériculture, les cultures légumières, les cultures de fines herbes et puis les cultures fruitières. J'ai ensuite procédé à une analyse de variance multivariée qui est représentée cette fois-ci avec la figure. Ce modèle-là nous indique avec sa valeur P qu'il y a des différences significatives dans l'abondance des mauvaises herbes entre les deux groupes. En comparant maintenant les fréquences d'identification de quelques espèces, on remarque en général pour les espèces dans le tableau qu'elles ont été identifiées beaucoup moins souvent dans les cultures de type horticole. J'ai sélectionné dans ce tableau-là seulement les espèces dont les écarts dans les fréquences d'identification étaient les plus marquants. On a des résultats assez frappants là, comme l'asclépiade et la prale des champs qui sont pointés à l'écran, qui, en grande culture, ont été identifiés plus qu'une fois sur deux, comparativement à seulement 5 des fois dans les cultures horticoles. Pour poursuivre les analyses, j'ai classé les cultures en 5 catégories pour peut-être cibler des différences plus précises. Le premier groupe est composé de toutes les cultures de légumes et fines herbes. La catégorie grande culture renferme seulement les cultures de maïs et soya. J'ai fait une catégorie grande culture et prairies qui, elle, contient les cultures de maïs et de soya, mais qui ont intégré dans leur rotation soit une culture de céréales ou une prairie. J'ai fait aussi la catégorie longue durée, qui contient les cultures fruitières vivaces et les cultures de conifères. Puis finalement, j'ai fait une autre catégorie pour les cultures d'érable. J'ai ensuite fait plusieurs modèles linéaires généralisés pour obtenir des moyennes de valeurs d'indice de Shannon et du nombre d'espèces de mauvaises herbes trouvées. Puis je les ai comparés selon les catégories de culture. On remarque que pour l'indice de Shannon, il n'y a pas beaucoup de différence, sauf pour les cultures de légumes et fines herbes qui montrent un indice de biodiversité moyen plus faible que toutes les autres cultures à part les érablières. Au niveau du nombre d'espèces moyen, c'est assez semblable. Les données montrent qu'on retrouve en moyenne significativement moins d'espèces dans les cultures de légumes et fines herbes comparativement à tous les autres groupes, sauf la sériculture. Donc, les cultures de longue durée sont aussi associées à un plus grand nombre d'espèces que les deux groupes de grandes cultures, possiblement parce que c'est des cultures où le désherbage est moins rigoureux que pour les cultures en plein champ. Donc, selon moi, le nombre d'espèces et l'indice de biodiversité plus faible dans les cultures de légumes pourrait être expliqué par la régie de culture qui est associée à ces types de cultures-là. Généralement, dans les cultures de légumes, on peut traiter aux herbicides plus souvent qu'en grande culture. Puis aussi, étant donné que les cultures restent petites, on peut passer au champ tout l'été pour faire du désherbage mécanique. Puis pour certains légumes, on peut même faire plusieurs cycles par saison. Donc, les champs subissent beaucoup plus de perturbations. Donc, ces spécificités-là pourraient expliquer les résultats obtenus. Donc, j'ai également fait les mêmes modèles avec le pourcentage de recouvrement totaux par catégorie de culture en mauvaises herbes, mais il n'y avait aucune différence significative entre chacun des groupes. Je me suis aussi intéressé à l'effet des rotations de culture en mettant en relation le nombre de cultures différentes que les producteurs avaient intégrées dans leur rotation. Le modèle Anicra nous permet de voir que les champs dans lesquels il y avait 3 cultures différentes dans leur rotation montraient des pourcentages de recouvrement total en mauvaises herbes plus faibles que ceux ayant intégré seulement une ou deux cultures. Il faut noter ici que les valeurs de pourcentage de recouvrement ont été modifiées avec une échelle logarithmique pour que les données suivent une distribution normale, sans quoi le modèle n'aurait pas été valable. Donc, les valeurs les plus négatives, donc les colonnes les plus hautes, représentent les pourcentages de recouvrement en mauvaises herbes les plus faibles. Parmi nos données, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les champs qui intégraient 3 cultures différentes dans la rotation étaient associés environ à 80% de rotation maïs, soya, céréales. Pour ce qui est des champs à 2 cultures dans la rotation, c'était principalement des rotations maïs-soya seulement. Donc, les résultats pourraient appuyer le fait que l'inclusion d'une céréale dans la rotation maïs-soya peut avoir un effet bénéfique sur la densité des mauvaises herbes. Je mets par contre une petite mise en garde face aux résultats qui tiennent compte du pourcentage de recouvrement total en mauvaises herbes pour mon projet, parce qu'il faut comprendre que ces valeurs-là ont tous été prises à différents moments pendant l'été. Donc, il peut y avoir un gros biais à ce niveau-là, puisqu'on sait que le pourcentage de recouvrement total augmente naturellement au cours de la saison.
Donc, en conclusion, le type de culture choisi a une influence sur la diversité des mauvaises herbes. La fréquence d'identification de certaines espèces varie selon le type de culture, puis la diversification des rotations a un impact sur le recouvrement total en mauvaises herbes. On passe maintenant à ma troisième hypothèse, pour laquelle j'affirmais que les champs en régie de culture biologique auront une plus grande abondance et diversité de mauvaises herbes que les champs en régie conventionnelle. Donc, en premier lieu, j'ai regroupé les 102 champs selon leur régie de culture, soit conventionnelle, en usage réduit de pesticides ou biologique. Pour ceux qui sont moins familiers avec le terme, la régie usage réduit de pesticides, c'est un type de régie qui combine généralement une combinaison de désherbage chimique et mécanique. En faisant une analyse de variance multivariée, on remarque qu'avec nos données, il y a une différence significative au niveau de l'abondance des mauvaises herbes entre la régie conventionnelle et usage réduit de pesticides. Il y a aussi des différences dans les fréquences d'identification de certaines mauvaises herbes. En général, on peut remarquer que les espèces présentées dans le tableau sont identifiées beaucoup moins souvent dans les champs en usage réduit que ceux ayant d'autres types de régies. Il y a même des espèces comme la panique capillaire, par exemple, le plantain majeur et la prêle des champs qui sont pointés à l'écran, qui n'ont pas été identifiés du tout dans les champs en usage réduit. En comparant maintenant les moyennes d'indices de Shannon, issus de modèles linéaires généralisés, on voit qu'il y a des différences significatives entre les trois types de régies. La régie biologique est associée à un indice de biodiversité plus élevé que les deux autres. Ce résultat-là, selon moi, relié directement à l'efficacité des herbicides qui sont utilisés en régie conventionnelle. J'ai aussi fait le même type de modèle en essayant de comparer les types de régie avec le pourcentage de recouvrement total en mauvaises herbes, mais il n'y avait encore une fois aucune différence significative. Donc, peut-être à cause du biais que je vous ai mentionné tantôt. J'ai aussi fait un modèle pour voir s'il y avait des différences au niveau du nombre d'espèces moyennes entre les méthodes de désherbage associées aux régies de culture. On remarque qu'en moyenne, il y a significativement plus d'espèces de mauvaises herbes dans les champs désherbés mécaniquement comparativement au désherbage chimique. Bien que le désherbage chimique permet de réduire le nombre d'espèces, il faut garder en tête que les herbicides comportent des risques pour la santé, l'environnement, puis est aussi à l'origine des problèmes de résistance. Sinon, encore une fois, en faisant un autre modèle pour comparer le pourcentage de recouvrement en mauvaises herbes, il n'y avait aucune différence significative entre les trois groupes. Donc, en conclusion, on retrouve une plus grande diversité de mauvaises herbes en régie biologique et le désherbage chimique diminue le nombre d'espèces au champ comparativement au désherbage mécanique. On est maintenant rendu à mon hypothèse 4, qui était les champs en sol argileux auront une plus grande diversité de mauvaises herbes, mais un pourcentage de recouvrement moyen plus faible que les autres types de sols. Ma première étape était de classer les 13 séries de sols en 4 catégories, soit les sols argileux G1, les sols loameux G2, les sols sableux G3 et les sols organiques. En comparant les fréquences d'identification de quelques espèces, on remarque qu'il y a des différences assez marquantes. Par exemple, en général, les espèces qui sont présentées sur le tableau ont été identifiées beaucoup moins fréquemment dans les sols organiques que dans tous les autres types de sols. Donc, il y a beaucoup plus de valeurs qui sont en vert dans les sols organiques, comme vous pouvez voir. En regardant maintenant les moyennes d'indices de Shannon et de nombre d'espèces issues de modèles linéaires généralisés, on peut observer que les sols argileux G1 et les sols sableux G3 ont des moyennes d'indices de Shannon et de nombre d'espèces trouvées significativement plus grands que les sols organiques. Notez ici que pour le nombre d'espèces, les valeurs ont été modifiées avec une échelle logarithmique pour normaliser les données. Il y a plusieurs choses qui pourraient expliquer les résultats. À mon avis, les résultats proviendraient du fait que, selon nos données, les sols organiques étaient tous associés aux cultures de légumes et fines herbes. Puis, on a vu précédemment que ce type de culture-là était associé aussi à un indice de biodiversité plus faible, possiblement à cause de la régie de culture qui est associée. J'ai aussi essayé de faire un troisième modèle pour comparer le pourcentage de recouvrement total en mauvaises herbes avec les types de sols, mais il n'y avait aucune différence significative. Donc, en conclusion, les sols argileux ne montrent pas une plus grande biodiversité que tous les autres types de sols, ni un pourcentage de recouvrement plus faible. Par contre, les sols argileux et loameux ont des valeurs d'indice de biodiversité et de nombre d'espèces plus grands que les sols organiques. On en est maintenant à ma dernière hypothèse, pour laquelle j'affirmais que les champs en travail réduit auront une plus grande diversité et un pourcentage de recouvrement plus grand que les champs en travail conventionnel ou semi-direct. Ma première étape a été de regrouper les différentes catégories de travail de sol en 4 groupes. Donc, le travail conventionnel regroupe le travail conventionnel sur billon et le travail conventionnel en biologique. Le travail réduit inclut les champs ayant été travaillés en strip till ou avec un chisel. Le troisième groupe sont les champs en semi-direct, puis le dernier, ceux n'ayant subi aucun contrôle, plus précisément associés aux cultures de longue durée. J'ai ensuite fait une analyse de variance multivariée et les résultats montrent que les champs en semi-direct ont des abondances de mauvaises herbes significativement différentes des champs en travail conventionnel et réduit. Puis en regardant les différences quant aux fréquences d'identification, on peut remarquer que pour près de la moitié des espèces qui sont présentées
C'est dans les champs en semi-direct qu'on les a identifiés le plus souvent. Puis on a des résultats assez marquants, là, comme l'asclépiade de série qui est pointée à l'écran, qui a été identifié dans 80 des champs en semi-direct, comparativement à 30 pour les autres champs avec des travails de sol différents. Finalement, avec les moyennes d'indices de Shannon provenant de modèles linéaires généralisés, on remarque que les champs en travail réduit montrent un indice de biodiversité plus faible que les champs en semi-direct, puis ceux n'ayant subi aucun contrôle. J'ai aussi fait 2 autres modèles pour comparer les types de sols en fonction du nombre d'espèces et du pourcentage de recouvrement total en mauvaises herbes, mais les résultats ne montraient aucune différence significative. Donc, en conclusion, les champs semi-directs montrent des fréquences d'identification plus élevées pour certaines espèces. Les champs semi-directs, travail réduit et travail conventionnel montrent des différences au niveau de l'abondance des mauvaises herbes. Donc, mes conclusions générales, en général, suite à mes analyses, là, il faut comprendre que malgré certaines corrélations, ce n'est pas toutes les mauvaises herbes qui réagissent de la même façon. Il y a certains facteurs qui peuvent être favorables pour certaines espèces, mais défavorables pour d'autres. Puis également, il est difficile d'arriver à des conclusions certaines pour les différentes analyses, étant donné qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent avoir influencé les résultats. Par exemple, au niveau du type de sol, on n'avait pas d'informations sur la fertilité des sols, leurs paramètres physiques ou les informations concernant la banque de semences. C'est tous des facteurs qui auraient pu avoir influencé les données. Il va donc être important de faire d'autres analyses avec d'autres modèles pour essayer de trouver d'autres corrélations. J'aimerais aussi glisser un petit mot au sujet des retombées du projet du Grand Inventaire de mauvaises herbes, puisque c'est un projet super intéressant. Une fois que toutes les données auront été collectées et analysées, le projet va nous donner une meilleure idée de quelles espèces on retrouve à ce jour dans notre province. Puis, on va pouvoir cibler, s'il y a lieu, on va pouvoir cibler des changements au niveau des espèces comparativement au dernier inventaire de 1980. Puis, en comparant la dynamique des mauvaises herbes avec différents paramètres agronomiques, ça va nous permettre de réaliser l'impact de nos pratiques agricoles sur les communautés de mauvaises herbes. Ça va donc nous permettre de développer des outils de lutte intégrée ou des nouvelles stratégies pour la gestion des adventices. Donc, pour conclure ma présentation, j'aurais quelques recommandations à faire pour la suite du projet. La première serait de mettre en place une démarche pour relancer les producteurs agricoles afin d'obtenir davantage de questionnaires. Je ne l'avais pas mentionné au début de ma présentation, mais pour chacun des producteurs agricoles qui ont participé au projet, il y a des questionnaires sur leurs pratiques agricoles très détaillés qui leur avaient été envoyés. Puis avec ces questionnaires-là, on peut connaître exactement, par exemple, leur date de semis, le nombre de passages de travail de sol qui a été réalisé, les résultats de leur analyse de sol, les herbicides qui ont été utilisés avec leur date d'application et leur dose, puis beaucoup d'autres informations. Puis pour la saison 2021, c'est seulement 9 des producteurs qui ont remis leur questionnaire. Donc, ce serait pertinent d'essayer de relancer les autres producteurs qui n'ont toujours pas répondu, en essayant de céduler, par exemple, des entrevues téléphoniques pour remplir les questionnaires avec eux, puis en les sensibilisant sur l'importance de leur participation. La seule limite pour cette recommandation-là, c'est bien sûr lié à la volonté de participation du producteur. Mais si on pouvait obtenir plus de questionnaires, là, ça nous permettrait vraiment de faire des analyses beaucoup plus précises. Sinon, il pourrait être pertinent pour les prochaines analyses de classer les prochaines données de dépistage en fonction de chaque semaine de l'été. En faisant ça, ça nous permettrait d'analyser les différents paramètres agronomiques pour des périodes qui sont plus homogènes. Donc, ça permettrait d'enlever les biais liés aux données qui sont prises à différents moments dans la saison. Puis, finalement, je crois aussi qu'il serait pertinent de classer les mauvaises herbes qu'on retrouve selon leur cycle vital ou leur famille, pour voir, par exemple, si certains paramètres agronomiques sont plus favorables pour, par exemple, des espèces annuelles ou vivaces ou pour certaines familles en particulier. Donc, j'aimerais finalement dire un gros merci à Sandra Flores-Medja pour m'avoir épaulé tout au long de l'été avec mon projet. Merci aussi à Gabriel Verret et Firmo Souza, qui joue un rôle très important dans le projet du Grand Inventaire. Merci aussi à Jérôme Gélina-Bélanger qui a su me donner plusieurs conseils avec RStudio. Finalement, merci beaucoup aux collaborateurs du MAPAC, donc David Miville, Amélie Picard et Annie Marcoux pour leur soutien technique et financier. Puis merci aux collaborateurs de l'Université Laval, donc Béranger Bourgeois et Yosra Menchari.